Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui traitera de mon retour sur le premier chapitre de la campagne de Symbaroum du Trône d'Épines qui s'appelle Le Courroux du Gardien, Wrath of the Warden en anglais. Alors je l'ai fini très récemment, enfin j'ai fini à maîtriser hier, donc j'ai un peu des impressions à chaud que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. Donc pour faire un crash course sur la campagne du Trône des Épines, c'est une campagne en 6 chapitres qui va avoir un impact déterminant sur la région de Davocar, d'Ambry et potentiellement tout ce qu'il y a autour. Mais ça c'est un premier point que j'aime beaucoup dans cette campagne, c'est que l'impact qu'il y a n'affecte pas le monde entier, mais uniquement une région. Et le cœur de l'histoire, pour aller très très vite, je ferai une vidéo complète sur tout l'historique et tout ce qui se passe dans la campagne. Mais pour faire simple, il y a un MacGuffin qui s'appelle le Trône d'Épines, qui est une sorte d'artefact d'extrême puissance, qui est caché au fin fond d'une forêt, qui appartenait à un empire très corrompu, qui s'appelait Symbaroum, qui a donné son nom au jeu. Et le but, il se passe pas mal de choses au niveau politique dans la région, il y a une reine qui a un nouvel empire, un nouveau royaume, il y a des barbares qui sont un peu désespérés, il y a des factions plus ou moins perverses ou avec de bonnes intentions, et toutes ont un intérêt à prendre le contrôle ou à détruire ce trône d'épines. Encore faut-il le trouver, ce qui est une des parties. Donc au début, le but du jeu, c'est de trouver cette capitale où il y a ces trônes, activer le trône, l'utiliser, et à la fin, c'est les joueurs qui décident qu'est-ce qui est fait avec le trône, est-ce qu'il est détruit, est-ce que vous le donnez à une faction à qui vous faites confiance. C'est assez simple, mais efficace, en tout cas sur le papier. Et donc, encore une fois, le premier tome, donc Wrath of the Warden, si vous ne voyez pas sur la couverture, il y a une sorte de grosse silhouette de taureau, il y a des bestioles un peu chelous, et nos PJ qui sont au milieu. Et comme tous les chapitres, vous voyez qu'en dessous c'est marqué Thistlehold, donc Fort Chardon, parce que chaque chapitre se focalise sur un endroit spécifique de l'histoire. Donc ça c'est pas mal, c'est un truc que j'ai toujours beaucoup aimé, et qui est assez intéressant parce que ça permet de développer aussi une région, et ça fait que quand vous achetez le bouquin de la campagne, vous avez quand même derrière un guide sur une région spécifique avec les gens qui y vivent et ce qui s'y passe. Alors, je crois que je vais m'arrêter vraiment au niveau des politesses que je peux avoir sur ce premier chapitre parce qu'il y a beaucoup de soucis. Donc, le premier, et pas des moindres, c'est que la campagne s'appelle le Fort d'Épines. Et dans ce chapitre introductif, il n'y a quasiment aucun lien avec la campagne. Je m'explique. La campagne va vous emmener très rapidement dans le chapitre 2 à la poursuite d'une archéologue qui a potentiellement trouvé la localisation de Symbar, la capitale de l'empire de Symbaroum, et pour trouver le trône d'épines, que tout le monde va vouloir très rapidement parce que c'est la cata, il va y avoir une guerre civile en Ambry avec la reine, il y a des barbares qui vont être hyper vénères, qui vont faire des alliances dégueulasses, et qui vont dire nous aussi on va prendre le contrôle de Symbaroum, parce que dans ce monde-là, tous les gens viennent de Symbaroum, donc les humains, donc ils disent on va y retourner, quoi, tout simplement. Mais il y a des factions qui sont un peu vénères et qui disent non, vous n'allez pas y aller parce qu'il y a 1000 ans, vous avez utilisé tout le pouvoir de Symbaroum, ça a été la merde totale, et nous on est arrivés, donc c'est les elfes, pour nettoyer un peu tout ce bordel. Donc le problème du scénar, c'est qu'en gros, il y a une référence au trône d'épines. À un moment, il y a juste un tout petit élément de scénar, c'est que vous avez des Templiers qui sont un peu des prêtres fachos, qui ont été dans la forêt, et qui ont trouvé une tablette qui contient une prophétie, la prophétie de Sarkomal. Et cette prophétie dit, de manière extrêmement peu claire, on va dire, il y a 3 versets qui sont connus, donc c'est ça qui est rigolo, tout le monde les connaît, mais en gros, il y en a un qui dit « Oh, j'ai vu un gros serpent devant moi qui allait me bouffer », 2 « Oh, j'ai vu un trône devant moi qui était couvert d'épines », et 3 la personne qui sera sur ce trône d'épines, et il dit la personne de sexe féminin, sera en gros la mère de la création ou le père de la destruction, et c'est tout. Et donc en gros, ça veut dire il y a un super trône qui se pointe là-bas, c'est génial, ça vous file tous les pouvoirs. Et la prophétie qui était un peu comme Nostradamus pensée, devient physique parce que on a une tablette. Donc ça veut dire que la prophétie a un fond de vérité parce qu'elle a été écrite à un moment, et les factions en puissance disent ok, nous on veut la tablette parce que ça prouve notre légitimité, et si la reine par exemple chope la tablette, elle dit ok, vous regardez, la personne qui doit être sur le trône est le sexe féminin, donc c'est moi, donc on y va. Si c'est les prêtres, ils cherchent à installer une théocratie autour d'un dieu unique et dieu du soleil, ils disent ouais non, ils parlent de père, donc on a mal interprété la prophétie, il faut qu'on aille chercher le trône, c'est pour nous. Voilà, donc tout le monde joue un peu sur tous les tableaux, mais c'est le seul lien que vous avez vraiment avec l'intrigue totale de la campagne, et c'est assez naze. Et le but donc, de ce scénario, concrètement, c'est de vous introduire toutes les factions que vous allez plus ou moins croiser dans la campagne. Il y en a peut-être 2-3 que vous n'avez pas croisées, mais en gros, quasiment toutes les grosses factions qu'on peut penser vont être introduites dans ce scénario-là, et c'est là où les ennuis commencent.
Les ennuis commencent parce que déjà le hook principal, donc l'histoire en gros c'est qu'il y a une personne qui contacte des joueurs. Déjà c'est très très mal fait parce qu'on dit en fait elle vous envoie une lettre comme un prince nigérian enverrait une lettre en spam en disant bonjour mon cher ami en devenir, voulez-vous travailler pour moi, je vous promets une forte somme d'argent, vous allez l'avoir. Donc elle vous promet monts et merveilles alors que vous l'avez jamais vu ni d'Adam. Elle s'appelle Anadea. Puis il y a des sorcières qui arrivent à la porte de la ville et qui disent bah, est-ce que le puits a parlé? Ok, donc vous êtes là un peu genre, bon, déjà on n'aime pas trop les sorcières parce qu'on est des humains, des embryons, et elle balance une prophétie mystique à la con. Et dès que vous rentrez dans la ville, effectivement il y a un gong, il y a une sorte d'énergie mentale qui se propage, et là, truc très très bien, il y a une sorte d'événement face au 11 septembre qui se produit, et une partie d'un quartier qui s'effondre, il y a de la poussière partout, tout le monde est paniqué, et vous commencez à avoir des mecs un peu dépravés qui tirent des gens vers ce trou-là. Donc vous faites qu'est-ce que c'est que ce bordel, qu'est-ce qui se passe? Donc là il y a une grosse baston forcément, où les gens, enfin vos joueurs se retrouvent face à des créatures un peu hirsutes et dégueulasses, qui s'affrontent, et là vous avez la première occasion de croiser quelques personnes qui sont importantes dans la ville. Le maire, les Templiers dont je parlais qui ramènent leur tablette, éventuellement des maîtres de l'Ordre Magica, donc c'est les magiciens. Et donc tout le monde se bat ensemble pour essayer de contenir la vague de créatures qu'on appellera plus tard le Biscam, donc le clan de la bête, qui sont des humains dégénérés, troglodytes, qui habitaient ici avant, à la surface, mais qui se sont fait botter le cul et raser par les Embryens, donc ils vivent sous terre. Donc ça c'est le premier twist, disons, de l'histoire, il y en aura un paquet d'autres, justement. Et une fois que ça s'est fait, eh ben on vous dit, bon bah en fait, machine, donc Anadea, celle qui devait vous donner votre quête là, bah, elle était dans le trou, et elle est morte. Et t'es là genre, t'es joueur, tu fais, bon bah ok, je m'en fous en fait. Clairement, j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que ça implique? Donc on te demande déjà potentiellement d'aller dans le trou, t'en as rien à foutre. Il faut explorer pour trouver le cadavre de la fille dont t'as rien à foutre. Sous terre, t'as encore une piste qui est envoyée sur potentiellement, bah, il y a une sorcière qui vit là avec un artefact magique scellé. Donc faut être motivé, hein, je veux dire, parce qu'en plus on vous dit bah non, faut pas descendre, c'est pas très bien, faut être officiellement l'ordre Magica pour aller fouiller. Bon, ok, super. Et ensuite, donc, cette personne dont vous n'avez rien à foutre, qui s'appelle Anadea, on vous lance sur une chasse au trésor débile, selon les objets qu'elle a sur elle. Où, en gros, chaque objet est en lien avec un endroit. Donc, par exemple, elle a été une ancienne prêtre. Donc, enfin, une initiée de l'église de Prios. Donc, potentiellement, vous pouvez aller à l'église de Prios. Et on vous dit à l'église de Prios, ah non, mais attendez, je ne peux pas vous donner d'informations sur Anadea, il faut que vous remplissiez une quête pour moi, pour que je vous laisse voir sa cellule. Et t'es là, tu fais, mais genre, moi je suis voleur, enfin, je sais pas n'importe quoi, je suis un roubard, je fais pas. Je me déguise en. Mes joueurs ont fait ça, hein. Les joueurs ils ont dit bah, ok, je me déguise en initié et je vais fouiller la cellule. Voilà. Bon, moi j'ai changé un peu l'histoire, mais en gros, ils étaient déguisés pour se balader tranquillement. Donc pourquoi ils font ça? C'est parce que les prêtres vont vous donner accès, ils vont vous dire ah, mais il y a un gentil prêtre, un hérétique qui s'appelle Sarvola, qui est assez important parce qu'il représente une faction réformiste au sein de l'église. Parce qu'avant qu'il y ait un dieu, il y avait plusieurs dieux et tout le monde n'est pas forcément content avec ça. Qui vit à Blackmore, donc qui est un endroit juste à côté, qui est une sorte de bidonville accolé à Fort Chardon. Et si vous rencontrez ce mec-là, vous allez introduire cette faction à son fils, qui est aussi une autre faction, grosso modo, de création, parce qu'il est mi-humain, mi-fée, pour aller vite. Si vous faites ça, ensuite, ça va vous permettre de tomber sur des vétérans, parce qu'il y a des vétérans, des méchants vétérans qui tapent sur Sarvola et qui veulent le tuer. Et ces vétérans-là, ils possèdent sa famille mort-vivante dans son cellier. Donc, comme ça, vous êtes introduit au concept des morts-vivants. Mais ça, c'est encore une fois, c'est juste pour accéder à une putain de cellule où vous allez avoir deux éléments peut-être civiliens qui vont vous envoyer sur des quêtes à la con supplémentaires qui n'ont pas forcément de rapport avec l'histoire. Et en fait, il y a 3-4 éléments comme ça dans l'histoire, mais vraiment, je ne déconne pas, où on vous dit, bah, allez voir les prêtres. Ok, vous allez voir les prêtres, vous avez fait leur quête, donc vous savez, maintenant vous connaissez deux factions supplémentaires. Ensuite, on va vous dire, bah, allez voir, il faut trouver qui possède l'établissement où on pense que potentiellement il y a un culte. Le truc de l'histoire, c'est qu'en fait, il y a un culte maléfique qui a décapité un dieu de la flora, donc un grand-esprit, et qui s'apprête à faire Ouba Ouba et d'invoquer un truc dégueulasse sur la ville. Sachant qu'en plus, ce culte-là ne connaît ce rituel que parce que c'était un méga méchant qui s'appelle le prince, qui est lié à une autre faction que vous ne connaissez pas encore, qui lui a fait le bouquin en disant allez, Coco, tu lis ton bouquin, tu te transformes en monstre et puis on n'en parle plus. Donc voilà, il y a ça, et à côté de ça, donc à chaque fois, il faut vraiment aller voir une autre faction. Donc, j'aimerais bien savoir qui possède l'ancienne tannerie. Donc vous allez voir la légation qui est la présence de la reine. La légation de la reine, elle fait ah mais non, mais je ne peux pas vous donner le livre sans que vous me rendiez un service. Et donc là, le service, c'est d'aller chercher la putain de tablette ramenée par les Templiers, ou éventuellement, donc vous avez ce MacGuffin qui est la tablette, qui est le seul lien, je rappelle, avec l'histoire
totale. Donc vos joueurs, là, ils sont... Enfin, ils n'en peuvent plus, quoi. Il y a 10 000 trucs à voir, et il y a même encore, donc à la fin, quand vous avez tous les éléments potentiellement, on vous dit, bah, vous allez dans la forêt pour aller rencontrer les elfes, qui sont censés être les mecs qui font moi vois, moi tue, et qui voient des humains dans la forêt, pour aller dans le hall des 1000 larmes, qui est une sorte de QG des elfes, où on va vous servir encore une couche, notamment vous allez apprendre un peu plus sur les elfes, que les elfes, ils ont plusieurs cycles, donc en fait, ils dorment, ils deviennent plus balèzes, ils dorment, ils deviennent plus balèzes, jusqu'à, en fait, c'est un cycle été, hiver, puis éternité. Et on va vous expliquer, donc, potentiellement, qu'il y a un prince des elfes qui est à moitié fou, et tout ça, c'est beaucoup d'informations, c'est énormément d'informations. Et même moi, en tant qu'MJ, en plus, le bouquin est vraiment mal foutu, parce que faut faire des allers-retours sans arrêt entre les différents chapitres, parce que vos joueurs, ils vont pas suivre les quêtes comme ça. Et surtout, en fait, le gros problème de ce bouquin, c'est que si vos joueurs sont des rôlistes, normalement constitués, même des béotiens total qui viennent de commencer, ils vont avoir des questions toutes bêtes qui vont casser le jeu. En gros, le mec il dit ok, imaginons qu'on a quelque chose à foutre d'Anadea, où est-ce qu'elle habite? Et là vous êtes là genre, mais non, parce que pour savoir où elle habite, il faut que tu ailles voir la légation pour avoir accès à un registre et tout, alors que non, je veux dire, je suis joueur, je vais te poser des questions, je vais peut-être donner quelques pièces de monnaie à des gens, je vais essayer de crever des oreilles, et je vais finir par trouver, parce que Chardon, c'est une vie qui a 8 ans, il n'y a pas 50 000 trucs, je sais que j'ai une clé qui ouvre une porte, je ne sais pas quelle porte, mais je vais forcément trouver, il suffit que j'ai des sorciers avec moi, ou enfin une sorcière, hop, elle se transforme. Enfin, il y a plein de choses, en fait, qui cassent le jeu. Et je vous proposerai, donc j'ai fait une petite vidéo que j'ai trouvée sur Reddit, en fait, j'ai trouvé un plan sur Reddit, d'un mec qui a complètement changé l'ordre du scénario, qui est plus logique, en fait, qui grosso modo consiste à introduire Anadea en avance. Et en fait, ne pas rencontrer Anadea tout de suite, c'est-à-dire qu'il y a déjà tout s'effondre. Ensuite, on rencontre Anadea qui vous dit moi j'enquête sur un culte, donc elle ne va pas tout de suite. Vous faites des enquêtes sur le culte, vous revenez. Et quand Anadea vous dit moi je sais ce qui va se passer, j'ai un adepte à vous filer, et là vous voyez Anadea être jetée dans le trou, dans la fosse. Et donc ça vous donne un incentive pour aller dans le trou. Et après, on vous dit directement quand vous trouvez la clé, vous pouvez trouver la plante d'Anadea. Et Anadea, là, ce qu'il vous file, c'est directement les 3 pistes en disant je sais qu'il y a un mec qui s'appelle Andreagos qui a un culte, c'est un pseudonyme. Je sais qu'il y a une vieille tannerie où potentiellement ils se rassemblent. Et je sais plus, il y a une 3e piste. Mais en gros, et chacune de ces pistes-là ne peut être résolue que par un des axes. Donc soit aller voir le maire, soit aller voir les elfes, ou aller voir l'église. Parce qu'en fait, et une fois que vous avez fini une de ces 3 champs-là, vous avez assez d'informations, parce qu'en gros, si vous savez que la tannerie est possédée par un mec qui s'appelle Erlaber, Arras, c'est lui méchant. Si vous savez, si vous allez voir les elfes, Théa Terrana, donc qui est la chef d'Anadea, elle va vous dire moi je sais qu'il y a un culte et machin. Donc en fait, le gros problème, c'est que dans le bouquin, vous dites tout faire. Si vous êtes joueur normalement constitué, ils vont casser le scénar, et en plus, vous n'avez pas besoin de tout faire, quoi. C'est ça le truc, c'est que le jeu a tellement envie de vous introduire toutes les putains de factions que vos joueurs ils vont être cramés, et que en fait, quand on y réfléchit 5 minutes, faire une seule piste permet d'arriver très rapidement au final. Et alors, le must du mode du final, c'est qu'on vous dit il y a une grande tannerie, un machin, faut y aller. Donc vous préparez vos alliés, normalement, c'est le truc aussi qu'il faut. Parce que si vous y allez tout seul, vous allez faire défoncer la gueule. Vous y allez, puis la tête du taureau dieu, elle est plus là. Ils l'ont déplacée sous terre, au niveau du cristal. Donc, moi, j'ai un de mes joueurs, justement, qui a dit mais attends, c'est une sorcière. Donc il dit quand le scénario commence, il est venu avec 2 autres sorcières qui avaient de la forêt. Et il dit pour avoir les seuls alliés sur lesquels on peut vraiment compter, c'est les sorcières. Donc je vais les chercher. Ils n'ont pas le droit de rentrer. Bon. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Logique, il dit je sais qu'il y a des tunnels sous terre, que le clan d'Abed ils sont barrés dans la forêt par des tunnels, donc je vais aller sous terre pour faire le tour, trouver une sortie et dire à mes potes de passer par un tunnel pour rentrer dans la ville. Et qu'est-ce qui se passe? Quand il va sous terre, il y a le grand rituel qui tient place, donc mon joueur il est putain et tout, il y a un gros rituel, donc ça se trouve la tannerie c'est que des conneries, donc il remonte en vitesse et dit les gars, faut y aller, quoi, c'est là où il y a le grand rituel. Donc voilà, bon, ça reste du jeu de rôle, vous me direz, mais je trouve que le scénar il est à se taper la tête contre les murs, clairement. Il faut le remettre, ça demande un boulot débile au MJ. Et il y a des trucs, alors ça c'est plus en termes de jeu pur, mais comme vous le savez sûrement, Sylvaroum est un jeu qui est qui peut être très déséquilibré, et qui peut se faire déséquilibrer sans qu'on y pense vraiment. Je l'explique. Le boss, en gros, le grand méchant de l'histoire, a 3 formes. Plus vous prenez le temps, plus il devient balèze et monstrueux. Moi je me suis arrêté à la 2e forme, j'ai parti du principe que les joueurs avaient pris un peu de temps. Donc il arrive, il a beaucoup d'armure,
il peut facilement, si vous passez sur un mur, il tombe. Et son attaque principale, c'est qu'il a un couteau corrompu. Et lui, il est déjà corrompu, donc il s'en fout. Qui, si jamais il vous touche avec, bon, il fait très mal déjà, et il vous paralyse. Il n'y a pas de jet de sauvegarde, rien. Il vous paralyse pendant 2 tours. Donc c'est extrêmement violent. Et du coup, il y a un de mes joueurs, il est archer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bah moi je les tire ciblés. Je peux viser pour faire tomber l'arme. Donc il a shooté, il a réussi, il a fait tomber l'arme. Ça se passe au niveau d'un lac souterrain. Donc il y a un des joueurs qui a dit, ah bah le couteau il est au sol, bah je tire dessus, comme ça le couteau il va dans la flotte. Et j'étais là, je vous jure, je regarde les caractéristiques du mec, qui est un monstre assez costaud quand même. Je dis, bah en fait, bah, il peut rien faire quoi. Il peut juste donc il se régénère, il est très costaud pour prendre des coups, mais tout ce qu'il peut faire c'est faire des baffes, parce qu'il peut plus lancer le sol, il est trop con. Et je le vois mal dire à mes joueurs, ah bah en fait il est paniqué, il va dans l'eau, il cherche son couteau quoi. Et c'est là genre, mais c'est complètement con. Ouais, c'était vraiment le. Mais ça c'est rigolo quoi, c'est vraiment un sens de jeu de rôle, mais. Et quelque part, tant mieux pour eux, parce qu'en fait, ils ont plus chié juste avant avec un tout petit changement, donc un mec assez leste, qui évite tous les coups, mais qui faisait que des petits dégâts de merde, quoi. Donc, ça, c'était plutôt le côté rigolo de la chose. Mais en gros, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, Wrath of the Warden, donc le courroux du gardien, a la difficulté, a la gros problème de devoir introduire toutes les factions, ce qui est quasiment impossible, on va pas se mentir, en faisant un scénar. Et le problème du scénar, c'est que le scénar insiste pour que toutes les factions soient explorées. Mais dans les faits, c'est impossible. Vous allez forcément dans la chute de l'Est sur certaines choses. Donc vous pouvez par exemple introduire, si vos joueurs gagnent, ils ramènent la tête au corps en fait, du dieu, parce qu'il n'est pas mort, c'est un dieu, pour qu'elle soit rabibochée. Et là, ils peuvent rencontrer éventuellement Théana Théarana, donc les elfes, le tact de fer. Il y a des choses que vous pouvez laisser pisser, mais il y aura forcément des factions qui ne seront pas introduites. Donc c'est pas très grave. Au pire, vous pouvez les introduire durant le Witchhammer, donc le marteau, pour moi, le marteau des sorcières, le marteau à sorcières, enfin, bref, c'est mon opinion personnelle. Mais c'est clair que là, c'est lourd. Et la structure du scénario n'est pas bonne. Alors, encore une fois, Symbaroum, c'est un super scénario, c'est un super univers, très intéressant, avec des factions qui se tiennent. Et le grand avantage, c'est que la majorité des factions, encore une fois, qui sont dans ce bouquin-là, sont les factions du jeu. Donc il n'y aura plus besoin, après coup, de se dire, ok, j'ai encore 10 000 trucs, il y a peut-être 1 ou 2 factions supplémentaires, mais voilà, c'est pas non plus oufissimo. Donc ça, c'est cool. Mais par contre, c'est vrai que ça demande un... Moi, j'ai trouvé que j'ai eu plus de mal à maîtriser ce scénario que quasiment toute la campagne intérieure. Parce que des fois, Et encore, il y avait un mec qui m'avait fait un plan un peu détourné, mais j'avais toujours l'impression de galérer, d'aller chercher des éléments à droite à gauche... Et heureusement, il me semble, je suis pas sûr, mais en lisant les épisodes suivants, les épisodes deviennent de plus en plus linéaires et introduisent de moins en moins de choses. Mais c'est pareil dans le marteau de la sorcière, il y a une structure un peu parallèle, en gros c'est une chasse au trésor, où on suit la piste d'un PNJ que j'ai introduit en intro, donc ça c'est bien, qui avait plusieurs endroits. Et on vous dit dans le jeu, il faut aller dans tous les endroits différents pour avoir les éléments qui vous permettent de débloquer, grosso modo, la porte qui vous amène, je sais pas où. Moi, je pense que je vais changer ça en disant, si vous trouvez un des éléments, en fait, vous allez où vous voulez. Si vous considérez que vous avez fait des éléments, vous y allez, ce sera plus dur. Mais sinon, vous pouvez aller aux autres endroits, si vous souhaitez. Mais encore une fois, cette fois, clairement, je ne forcerai pas mes joueurs à aller partout. Ou alors, je le ferai de manière subtile, ou je modifierai l'indicateur de danger. C'est-à-dire que vu qu'en fait, c'est une chasse au trésor et qu'il y a plusieurs équipes, s'ils vont au point A, qu'ils en chient, moi je pars du principe que s'ils vont au point B ensuite, la majorité des choses ont été. Il y a déjà des mecs qui sont passés, donc ils ont détruit l'adversité, ou ils ont été tués par l'adversité, donc l'adversité est moins forte, et les éléments sont plus faciles à retenir. Ou alors carrément ils peuvent aller voler d'autres équipes qui récupèrent un peu comme la carte au trésor, quoi, littéralement. Mais voilà, donc j'espère que ça va être un peu mieux par la suite. Là clairement, autant ce système est assez simple, même s'il est pété, autant je trouve que c'est très intéressant, mais c'est très dur aussi de garder l'attention de vos joueurs sur aussi longtemps avec autant de factions. Donc l'avantage, c'est comme je disais, vu que c'est toujours la même faction, ça va tourner, mais moi, j'ai pas été enchanté en fait. Je trouve que le scénario, il y a des trucs assez absolument aberrants, et même des situations simples qui n'ont pas été pensées. Enfin, quand un joueur, je suis sûr, un joueur de 14 ans est capable de poser cette question-là, ouais, c'est qu'il y a vraiment un problème, quoi. C'est clair qu'ils n'ont pas. Le mec est tellement persuadé que les joueurs, c'est le problème du jeu de rôle en fait, c'est que on ne peut pas tout prévoir. Mais si le MJ est persuadé que son scénario il doit aller comme ça et qu'il doit aller comme ça,
bah, c'est pas du jeu de rôle, quoi. C'est des scénettes, c'est une sorte de train fantôme ou de bus touristique, mais c'est clairement pas pour ça que je joue au jeu de rôle. Donc là, c'était assez frustrant, quoi, parce qu'en gros, en laissant de l'agency aux joueurs, ils font ce qu'ils veulent, mais ça veut dire que 3/4 des éléments qui sont dans le bouquin, bah, ils passent à la trappe, quoi. Et du coup, ça veut dire que c'est autant de boulot que vous ramenez à la maison pour les prochaines étapes, pour dire, ah bah, tu sais, la reine, elle a des espions, l'église, il y a des réformistes et des conservateurs, et c'est chaud, quoi. Parce que c'est sûr que vous n'avez pas envie de mettre Sarvola en introduction du 4e bouquin. C'est pareil, il y a un mec qui s'appelle Curiel Furiae qui est super important, qui est un petit romancier un peu taré, qui est un des maîtres de Ordo, il a un rôle prépondérant dans le 3e bouquin, quoi. Donc si vous ne voulez pas l'introduire, on va dire, bah, on sait même pas qui on cherche, ou c'est qui ce connard, quoi. C'est vrai que c'est assez douloureux par. Et vraiment, je compare, parce que c'est les seules grosses campagnes que j'ai fait récemment, c'est les Masses Nyarlathotep et la campagne impériale. J'ai jamais eu ce problème-là, parce que les Masses Nyarlathotep, bah, c'est complètement triforce. Bah, vous faites un chapitre, vous en faites un autre, vous pouvez enchaîner. Et c'est pas grave si il y a toujours des indices pour se rapprocher à droite à gauche et comprendre toutes les factions en puissance, les cultes en puissance. Et dans la campagne impériale, les épisodes sont suffisamment indépendants pour que vous construisiez un fil conducteur qui est un peu foireux, mais qu'au moins ça soit jouable, quoi. C'est-à-dire qu'on s'en fout. Au final, si vous faites marche sur le rail, vous faites marche sur le rail, c'est très bien. Vous n'avez pas fait la partie avant, vous n'avez pas fait la partie après, ça reste jouable. Là, là en fait, on vous introduit plein de fluff et d'historique, mais si vous ne faites pas la suite, bah, ça sert à rien et vos joueurs vont se faire chier, quoi. Donc c'est cool parce que les situations individuelles sont rigolotes, quoi. C'est introduire chez les Templiers, voir les morts vivants chez les vétérans, le final, bien sûr. Et surtout l'intro avec tout ce qui s'effondre et la panique générale, c'est absolument génial. Mais ça demande quand même beaucoup de boulot. Et je sais pas vous, mais le moins je passe de boulot à préparer les scénars, le mieux je me porte. Et clairement, Sindarum, c'est pas un jeu comme ça. Donc voilà, j'espère que ça vous avez un petit peu éclairé sur mon feeling. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai de faire un historique de la campagne, concrètement, pour savoir un peu les tenants et aboutissants, puisque j'ai des 6 volumes en anglais. Et aussi, je vous montrerai la vidéo avec un draw IO sur comment elle est agencée de base, ce scénar, et comment on peut le réagencer pour avoir quelque chose de plus gérable et construit. Voilà, bon, je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.